Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons donc commencer ce webinaire consacré au jeu dans la formation. Vous avez, pour ceux qui ne connaîtraient pas bien l'outil Livestorm, des petits onglets, des petits boutons sur votre droite de l'écran, là, le chat, un petit bouton question et un petit bouton sondage. Vous pouvez utiliser les petits boutons donc chat et questions pour poser vos questions. Une session de questions-réponses est prévue en fin de présentation. Donc, nous les reprendrons au fil du déroulement. Voilà. Ensuite, un petit sondage vous sera proposé en fin de session. Donc, il vous faudra cliquer sur la partie sondage et vous pourrez répondre à nos questions. Je pense que le principal est dit. Je vais donc avant de passer la parole à Brice et David, nos experts du jour, vous présenter rapidement le sommaire. Donc, nous allons très rapidement vous présenter Viaduc et nous aborderons ensuite les questions essentielles. Pourquoi le jeu dans la formation, les différents jeux proposés par Viaduc, comment introduire le jeu dans la formation et la session de questions-réponses. Brice, David, merci à vous. Je vous passe la parole et bonne présentation à tous. Merci Camille. Alors, pardon, excusez-moi. Bonjour tout le monde. Donc, je suis Brice Joly, responsable de l'unité formation Viaduc. En quelques mots, je travaille dans la formation professionnelle depuis 20 ans. Je suis donc un peu un témoin, je peux dire, privilégié de l'évolution de la formation en France. Et donc, sur ces 20 dernières années, nous avons pu constater une amélioration de la formation, notamment avec l'accès pour tous à la formation professionnelle, quel que soit le statut ou le métier donc, des personnes. Et sur ces points d'amélioration, il y a quelque chose qui est toujours resté un peu à retravailler année après année, et cela est la rétention d'informations après la formation. Donc, nous avons estimé avec David de pouvoir vous proposer un webinaire qui puisse vous apporter quelques ingrédients pour répondre à ces problématiques, et j'espère que cela va vous être fortement utile et que vous nous recontacterez. Bien, bonjour à tous. Bon, je vois qu'il est marqué grand joueur dans mon descriptif. C'est pas totalement faux. Je ne suis pas qu'un grand joueur. Je suis également consultant et formateur au sein de Viaduc, et je me suis particulièrement intéressé à la façon dont le cerveau humain se penche sur la problématique de la formation, de la rétention d'informations, et évidemment faire en sorte que les formations que l'on délivre soient beaucoup plus efficaces. Je vous en dis pas plus puisque ça va être le cœur du sujet. Donc je vais rendre provisoirement la parole à Brice, et puis on pourra rediscuter un petit peu tout à l'heure du sujet. Merci. Donc, pour commencer, Viaduc est donc un établissement proposant de la conduite du changement, de la formation professionnelle, bien sûr, mais également des prestations en numérique. Donc, pour la partie formation, nous sommes certifiés Calliope, donc ce qui vous permet de bénéficier des fonds mutualisés pour financer vos formations, et cela sur les actions de formation. Concernant Viaduc, donc, nous avons une offre qui se propose auprès de tout secteur d'activité public, privé, associatif, aussi bien pour l'individu, pour les entreprises et les organisations. Nous mettons nos grandes thématiques à jour selon les transformations du monde du travail afin de vous apporter les meilleures réponses possibles et donc d'apporter des compétences qui permettent de suivre ces évolutions du monde du travail, avec une grande expertise, bien sûr, sur les logiciels métiers, notamment SIRH, CRM et les ERP, avec SAP, bien sûr, que nous proposons régulièrement. Donc, nos formations sont réalisées dans nos locaux ou, bien sûr, en intra-entreprise dans vos locaux avec des salles dédiées. Cette approche se fait donc soit sur des formations catalogues ou bien des formations totalement adaptées à vos besoins et donc des objectifs visés pour répondre au mieux à vos collaborateurs, des formations en distanciel ou en présentiel, avec une possibilité d'ajout de modules e-learning pour compléter les prestations, et bien sûr, le sujet du jour, nous proposons les formations traditionnelles, mais notamment ces formations gamifiées qui vont vous apporter plus de compétences et en tout cas plus d'amont pour vos prestations. Excusez-moi. Je vais laisser donc la parole à David pour aborder l'aspect jeu et formation. Et
bonne continuation. Pardon. Bien, merci beaucoup. Alors, pourquoi le jeu dans la formation? Puisque le jeu est quand même marqué par nos souvenirs enfantins, ça peut paraître étrange de l'introduire dans la formation, et notamment la formation professionnelle. Alors, on s'est tout d'abord penché sur ce qu'est la formation traditionnelle. Il me semble important de définir un petit peu ce qu'est, en tout cas pour nous, la formation traditionnelle. Il y a deux grands types de formation traditionnelle. La première, c'est évidemment le formateur dans une salle, donc on parle de formation présentielle, dans une salle avec les apprenants. Il a un PowerPoint, souvent très bien construit, qu'il passe, quelques cas pratiques, quelques échanges avec les différents participants. Il y a un deuxième type de formation traditionnelle qui est plus autour du e-learning, c'est-à-dire, là aussi, l'image qui nous vient à l'esprit, c'est un apprenant face à son ordinateur. Quand il a le temps, puisqu'il fait ça généralement durant les heures de travail, quand il a le temps, puis il va défiler un certain nombre de slides qui peuvent être agrémentés quand même de quelques points, de quelques principes pédagogiques, que ce soit un QCM, pour vérifier un petit peu ce qu'il a retenu après une session. Le problème de ces formations traditionnelles, c'est que l'on peut estimer à peu près à 87% les gens qui s'ennuient durant ce type de formation. Alors pourquoi 87%? Parce que c'est bien de donner un chiffre, mais c'est encore mieux de donner un petit peu des sources. En fait, c'est une estimation qui a été faite par deux professeurs, le professeur Dasher Kettner et Emiliana Simon Thomas de l'université de Berkeley. Ils font partie, alors c'est très très américain, ils font partie en fait d'un département particulier qui s'appelle le Greater Good Science Center. C'est vraiment les Américains qui ont l'idée de faire ce genre de choses, tout à fait passionnant. Et donc on arrive à 87% de gens qui en formation s'ennuient. C'est pas sans conséquence 87%, parce que c'est quand même énorme. Ça veut dire qu'il n'y a que 13% de gens qui sont intéressés, c'est quand même très très bas. Et les conséquences sont quand même sans appel. Dans la petite vidéo, pour ceux qui l'ont vu, que l'on a publiée hier, on disait qu'au bout de 2 semaines, la plupart des gens retiennent entre 10 et 20% de ce qu'ils ont vu durant la formation. 10 ou 20%, là aussi, on est sur des chiffres très très bas. Et on parle de 2 semaines, c'est-à-dire qu'au bout d'1 mois, on chute clairement en dessous des 10%. Ça veut dire que 90% de ce qui a été vu est estimé comme ayant été oublié par les participants. Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez impactant, puisque ça veut dire que la formation traditionnelle, et on va voir pourquoi, la formation traditionnelle va répondre à 10% à peu près des besoins d'un individu. Alors, pourquoi en est-on arrivé là? Il y a un chercheur, c'est un chercheur qui a fini sa carrière à l'université de Chicago. Donc, vous voyez, c'est très anglo-saxon, ces chiffres, mais c'est parce qu'ils ont quand même pris le temps d'étudier ce genre de choses, qui s'appelle Edgar Dale, qui a jeté les bases de ce qu'on appelle le cône d'Edgar Dale. Donc, le cône de Dale, vous l'avez là sous les yeux, on peut retravailler, mais on l'a sous les yeux. En fait, Dale a vu 3 types de modalités d'apprentissage. Première modalité d'apprentissage, c'est celle que l'on a vue, c'est celle de la formation traditionnelle la plupart du temps. On va lire un PowerPoint, ou qu'il soit en présentiel ou qu'il soit en distanciel. On va écouter quelqu'un nous expliquer un certain nombre de notions. Et puis très rapidement, on va oublier tout ça. Simplement parce que les zones, alors j'y reviendrai par la suite, mais les zones du cerveau qui sont sollicitées dans ces cas-là, ne sont pas sollicités. C'est-à-dire qu'on va solliciter très rapidement l'ouïe, on va solliciter la vue. Malheureusement, la zone de la mémoire est celle qui est gérée par les odeurs. C'est-à-dire que c'est celle qui va gérer les odeurs, d'où la fameuse Madeleine de Proust. Donc, on a un taux, et c'est tout à fait cohérent avec ce qu'on vient de vous dire auparavant, on a un taux de rétention qui est entre 10 et 20%. Pas énorme. Après, on a la deuxième modalité d'apprentissage qui est la discussion et la démonstration. Alors, quand on fait ça, c'est un petit peu mieux quand même. C'est-à-dire qu'on arrive à monter à 30 à 50%, ça dépend des participants, ça dépend un petit peu des filtres qu'ils auront. 30 à 50% des participants, 30 à 50% de ce qui a été donné aux participants va être retenu par un échange, c'est-à-dire une interaction sociale, que l'on ne retrouvera pas forcément d'ailleurs dans le e-learning. C'est l'une des problématiques que peut poser le e-learning. Et puis, il y a le dernier mode, qui est l'enseignement pratique, c'est-à-dire comment va-t-on amener les participants à pratiquer une nouvelle compétence. Là, c'est quand même un taux de rétention qui est beaucoup plus important, puisqu'on monte à peu près à 90%.
Alors, il y a des domaines dans lesquels c'est très très simple de passer à la pratique. C'est-à-dire que, par exemple, si vous allez en usine, c'est toute la problématique, enfin, c'est tout l'avantage plutôt qu'une problématique de l'apprentissage. On va avoir un maître d'apprentissage qui sera dans une usine, ou en tout cas sur un savoir traditionnel, qui va prendre un apprenti et va faire avec lui, et l'apprenti va apprendre. Par contre, dans un certain nombre d'entreprises, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Comment vais-je faire, par exemple sur la gestion des conflits, comment vais-je faire pour que quelqu'un puisse vivre les conflits? Aujourd'hui, grosso modo, il y a deux grandes solutions qui sont mises en place. Il y a évidemment présenter la théorie, intéressant, intellectuellement intéressant. Par contre, on va retomber sur la première modalité, c'est-à-dire la lecture, l'écoute. On peut éventuellement avoir une discussion ou une démonstration, j'y reviens après, qui va être de 30 à 50%. Par contre, l'enseignement pratique, là, ça devient très, très compliqué, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que j'agresse quelqu'un pour qu'il sache pratiquement comment gérer le conflit. Pour un processus, là je parle de conflit, donc de soft skills, pour un processus, par exemple, comment va-t-on faire pour retenir un processus, pour retenir un corps législatif, c'est-à-dire un texte de loi, pour retenir un logiciel? Le logiciel, c'est peut-être un peu plus facile parce qu'on peut se mettre derrière l'ordinateur et puis taper. Mais en tout cas, il va falloir qu'on réfléchisse un petit peu à la façon dont on va pouvoir mettre en pratique des choses qui ne sont pas si évidentes que ça. Alors, on a un petit peu réfléchi au sein de Viaduc et on s'est penché vers la ludopédagogie. On commence à en parler de la ludopédagogie, mais de quoi parle-t-on exactement? La ludopédagogie, bon, vous l'avez tous deviné, c'est vraiment quelque chose d'assez simple dans sa définition première. C'est bien l'art d'intégrer un jeu dans un parcours de formation. Alors, l'intérêt d'intégrer un jeu, en fait, ça va être de travailler un petit peu, évidemment, sur le cerveau humain, j'y reviens par la suite, en créant de nouveaux stimuli qui vont pouvoir créer de nouvelles connexions neurales. Et surtout, ça va impliquer dans un processus les participants. On peut même concevoir des jeux, on en a quelques-uns, où les règles elles-mêmes vont amener les participants à construire leur propre formation. Diriger, certes, on ne fait pas n'importe quoi, mais à construire leur propre formation. Alors, pourquoi la ludopédagogie est intéressante? Là, l'image que j'ai retenue, en fait, c'est un peu ça, notre cerveau. Il faut vraiment voir le cerveau comme étant composé d'entrepôts, je vais prendre cette image-là, et de routes. Dans l'entrepôt, on va stocker toute une série de savoirs. Ça peut être des savoirs pratiques, ça peut être des savoirs théoriques, et ils seront bien stockés à différentes zones de notre cerveau. Et puis, donc ça, ce sont nos neurones. Et puis, il va falloir à un moment atteindre ces neurones. C'est-à-dire qu'il va nous falloir des routes entre ces différents entrepôts pour pouvoir atteindre les informations dont on a besoin. Le problème, c'est que ces routes ne vont pas toutes être les mêmes. On va par exemple avoir des autoroutes. Alors, c'est chouette en autoroute parce que déjà, on peut rouler vite, donc on accède à l'information rapidement. Et puis, si on a la chance d'avoir un régulateur de vitesse, hop, on met le régulateur de vitesse. Donc, la consommation, en principe, est moindre. Et puis, sur une autoroute, on a de l'éclairage. En tout cas, sur certaines parties, on a de l'éclairage. C'est sympa l'éclairage aussi parce qu'on voit beaucoup plus loin. Donc, c'est beaucoup plus sécurisé en principe. Et donc, c'est assez facile d'aller chercher les informations dont on a besoin. Ça va être nos habitudes. Et donc, quand on a nos habitudes, c'est ce qu'on appelle aussi, si je prends plutôt un terme professionnel, ça va être nos expertises. Si on active nos expertises, c'est assez facile, on est dans sa zone de confort. Pas besoin de formation puisqu'on est déjà expert du sujet. Par contre, il y a d'autres routes, des départementales par exemple, ou des nationales. Là, on sait quand même aller chercher les informations parce qu'on le fait de temps en temps. C'est pas toujours bien éclairé, c'est fatigant. Quand on doit se promener toute la journée sur une départementale mal éclairée, ça consomme de l'énergie, donc la journée est un peu plus compliquée, mais on y arrive sans trop de problématiques. Et puis, il y a des entrepôts, on a besoin de telle ou telle information, mais on n'y va jamais. Donc, on est sur un chemin de terre, voire certains entrepôts, il n'y a pas du tout de chemin. Et comment va-t-on faire pour les atteindre? Et c'est ça, si je devais prendre un parallèle, c'est un peu ça, faire une formation. C'est un peu ça pour moi, former. C'est certes créer de nouveaux chemins, c'est-à-dire de nouvelles connexions neuronales, puisque notre cerveau reste quand même un organe extrêmement plastique. Mais ça va être aussi de prendre ces chemins de terre, ces départementales, et essayer petit à petit de les faire grossir jusqu'à avoir une autoroute. Et là, ça devient intéressant, notamment pour l'entreprise, parce que ça veut dire que ce qui était un peu malaisé, à un moment, à force d'entraînement, à force de formation, on a cette autoroute.
Et là, on peut commencer à rentrer dans des habitudes et c'est là où on peut commencer à dire que l'on a des collaborateurs qui sont tout à fait efficaces. Alors, je reviens après ce petit avant-propos sur la ludopédagogie. L'intérêt de la ludopédagogie, c'est qu'elle va pouvoir mobiliser un certain nombre d'effets au niveau du cerveau qui sont tout à fait efficaces. Le premier, je vais commencer par les gros bubs. Le premier, c'est le storytelling. Le storytelling, c'est évidemment l'art de raconter une histoire. En formation, quelque part, on raconte une histoire qui sera utile à l'entreprise. Il y a plusieurs façons de raconter une histoire. Il y a une histoire tout à fait ancrée dans le réel. Très bien. C'est-à-dire que je pourrais très bien raconter une histoire sur le fait de construire un reporting en expliquant point par point comment ce reporting sera construit. Mais il y a un deuxième type de storytelling qui est un storytelling un petit peu décalé. Si vous regardez quelques vidéos, par exemple de Jack Welch c'est General Motors, je crois, ou General Electric, je confonds toujours les deux. Je crois que c'était General Electric. Steve Jobs également, ce sont des gens qui sont tout à fait capables de décaler un tout petit peu leurs propos pour essayer de construire un storytelling qui va rajouter de la cohérence à ce qu'ils veulent démontrer. D'ailleurs, si vous regardez les slides d'un Steve Jobs, qui était un vrai maître en la matière, ce sont des slides très simples, et c'est par la parole qu'il va emmener ces différents participants. Je vous invite d'ailleurs à voir une vidéo qu'on trouve très facilement sur YouTube, où il présente le tout premier iPhone. C'est assez bluffant, parce que c'est très simple, ces slides. Et pourtant, on entend et on sent une véritable excitation dans la salle. Donc, ça va être ça le storytelling. Et plus il sera décalé, alors il faut quand même faire le lien avec la réalité, mais plus en fait on va imprimer dans le cerveau, puisqu'on va utiliser un certain nombre d'images et des processus de mémorisation qui vont faire que le tout cohérent, l'enchaînement de l'histoire améliorera la mémorisation. Il y a un deuxième principe, là je vais plutôt partir sur le bas, avec la visualisation. La visualisation, c'est l'utilisation d'images, plutôt d'images de bonne qualité. En fait, les images, quand on les utilise, et les deux s'utilisent bien évidemment très facilement dans les jeux, ça a aussi un très gros intérêt parce que, en fait, l'image ne va pas s'imprimer seulement dans le conscient, mais contrairement aux mots, elle va s'imprimer directement dans l'inconscient. Alors, j'ai envie quand même de faire un petit parallèle. Si vous lisez un livre d'horreur, vous allez construire vos propres images, mais ça sera beaucoup moins traumatisant que si vous regardez un film d'horreur, parce que l'image va directement taper dans votre inconscient. Et donc, vous allez garder les images beaucoup plus longtemps dans votre tête que si je m'étais contenté de prononcer des mots et de marquer sur un slide de PowerPoint les mots que je souhaite exprimer. C'est pour ça aussi que les schémas sont si intéressants et si importants. C'est ça aussi la raison pour laquelle les schémas sont parfois si difficiles à mettre en place. Donc là aussi, le jeu, on peut utiliser le storytelling et on peut utiliser la visualisation. Donc on va renforcer les principes de mémorisation, mais également de compréhension, puisqu'on va apporter une grande cohérence à notre propos. Puis il y a un dernier gros bub, avec un mot peut-être un peu barbare, qu'on appelle les neurones miroirs. Alors les neurones miroirs, on les a découverts à l'échelle humaine très récemment, puisque ça date de 1996. C'est un chercheur italien qui s'appelle Rizzoletti, qui a découvert ces neurones miroirs. Et ce sont des neurones un peu particuliers dans notre cerveau, parce que les neurones miroirs, en fait, vont faire que notre cerveau ne fera pas la différence entre faire quelque chose et imaginer faire quelque chose. Il ne sait pas faire la différence. Et là, quand on fait un jeu, ça devient très intéressant. Parce qu'en jouant, on va se concentrer sur le jeu. On va imaginer qui utiliser un logiciel, qui gérer un conflit, qui construire un projet. Mais notre cerveau va commencer à développer ces fameuses connexions neuronales, aidées par le storytelling, aidées par la visualisation. Mais c'est là où il va commencer à dire, tiens, en fait, je suis en train de faire. Et ce que l'on va commencer à apprendre, il va petit à petit à grossir nos routes pour passer du chemin de terre jusqu'à l'autoroute. Alors, il y a d'autres effets, j'en ai mis 2-3 supplémentaires qui peuvent être mobilisés. La loi de Hebb ou la loi de Flynn, par exemple. La loi de Hebb, ça va être favoriser plutôt les cycles de formation relativement courts, c'est-à-dire qu'il vaut mieux une formation d'un jour ou deux plutôt qu'une formation de
10 jours. Alors quand je dis un jour ou deux, pause, un jour ou deux, pause, donc un séquençage de l'information plutôt que 10 jours non-stop, parce que là aussi, fatigue aidant, c'est ce qu'a montré la loi de Hebb, ça s'écoule rapidement. Il y a l'effet de Flynn, où l'effet de Flynn, en fait, on va beaucoup plus jouer sur les cycles de mémorisation en utilisant, par exemple, qui les images, qui le storytelling. Et puis, il y a l'épigénétique. L'épigénétique, alors on est bien sur la génétique au sens biologique, mais également au sens de la plasticité des neurones. L'épigénétique, ça va être l'importance du milieu sur les conditions d'apprentissage. C'est-à-dire qu'il y a des milieux dans lesquels vous allez avoir du mal à apprendre, et il y en a d'autres dans lesquels vous allez avoir des facilités à apprendre. Oui, c'est ce que démontre l'épigénétique. Il est plus facile d'apprendre quand on vit une jolie histoire que quand on est ancré dans un réel qui parfois nous dérange un petit peu. Et ça, c'est très, très intéressant pour le jeu, parce qu'en fait, dans le jeu, on est capable de construire l'environnement que l'on souhaite construire. Donc ça, c'est quand même très, très intéressant. Alors, quand on a mis un petit peu tout ça en exergue, en effet, on s'aperçoit que la formation traditionnelle a un impact limité, mais qu'avec des principes relativement simples, nous, on a choisi la ludopédagogie, il est vraiment très facile de pouvoir augmenter l'efficacité et donc, quelque part, la rentabilité, je pense qu'à un moment, il faut lâcher le mot, la rentabilité des formations, en faisant en sorte déjà que les gens passent un bon moment et puissent ancrer de plus en plus leurs compétences en les pratiquant directement. Et donc, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire chez Viaduc. Quand on essaye de travailler avec les formateurs qui interviennent, on essaye de positionner, en tout cas si le client le souhaite, de positionner ces nouvelles approches, qui sont des approches en fait issues de la neuroscience, pour faire en sorte que l'on accélère un petit peu notre façon d'aborder les formations. Alors, quels sont les types de principes pédagogiques que l'on peut mettre en place? Alors, je vais vous donner un petit florilège des différents jeux qu'on peut mettre en pratique. Le premier type de jeu, par exemple, ce sont des jeux de plateau. Donc là, vous avez un jeu de plateau, par exemple, qui est très, très bien pour expérimenter, entre autres, les hard skills, donc pour maîtriser un catalogue produit, qui pour explorer une législation particulière, voilà, ce genre de choses. C'est très, très bien, en tout cas, celui qui est là. On fait très attention au matériel. Le matériel est beaucoup plus important qu'on ne le croit. C'est assez simple, c'est parce que si vous avez un bel objet, vous avez envie de l'utiliser. Donc, on passe du temps, comme vous pouvez le voir, à faire des plateaux de jeu qui tiennent à peu près la route, avec l'utilisation de figurines, parce que les figurines ont aussi un intérêt en termes pédagogiques. Et donc, on va construire un jeu qui va permettre de maîtriser ces hard skills. Mais évidemment, quand on construit un jeu comme ça, on peut intégrer dedans toute une série de principes pédagogiques complémentaires qui vont permettre de multiplier les effets. Par exemple, ce jeu-là permet en effet de travailler sur le fond, mais avec un certain nombre de défis qui vont amener les équipes, puisqu'il se joue par équipe, à réfléchir sur le mode de fonctionnement, par exemple, des équipes entre elles, ou des différents collaborateurs au sein d'une même équipe. Donc, on peut en effet développer toute une série de jeux de ce type-là. Il y a un deuxième type de jeu qui sont les jeux de rôle. Donc, vous connaissez, vous avez sans doute les jeux de rôle. Je pense par exemple, alors l'origine des jeux de rôle, c'était un homme qui s'appelait, un Américain toujours, qui s'appelait Gary Gygax, qui avait créé le fameux Donjon Dragon, sorti au cinéma d'ailleurs cette année, c'était l'un des blockbusters de cette année. Il s'agit dans un jeu de rôle, en fait, de faire vivre aux différents participants une aventure où ils vont jouer le rôle de quelqu'un d'autre. Ça aussi, c'est très intéressant. Imaginez que vous deviez travailler sur la gestion des conflits. Je vais prendre la gestion des conflits, ou sur ces sujets un petit peu délicats à aborder. Que vaut-il mieux? Simuler un conflit entre deux personnes réellement présentes dans la salle, ou entre deux personnages qui certes seront incarnés par les participants, mais en tout cas, il y aura ce filtre du personnage. Et là, ça devient également très intéressant de pouvoir recourir au jeu de rôle. En plus, on peut mettre, puisque ça fonctionne par scène, mixer toute une série de scènes qui font que les réactions dans une scène auront des conséquences sur une autre scène. Par exemple, là, l'un des scénarios que vous pouvez voir, c'est un scénario qui va plutôt être autour du
collaboratif. Donc, c'est un scénario qu'on a déjà déployé chez Viaduc, bien évidemment, qui va être plutôt au niveau du collaboratif, mais qui va emmener les différents participants dans le Nautilus. Par contre, attention, les participants ont intérêt à bien coopérer, puisqu'ils vont jouer contre le meneur de jeu, c'est-à-dire le formateur, et s'ils ne sont pas suffisamment bons, on peut couler le Nautilus. Donc, il faut réussir l'aventure, et on pourra la réussir dans ce domaine-là que s'il y a une réelle collaboration derrière. Et donc, on va mixer, on le verra tout à l'heure, on va mixer les principes ludiques avec un apport théorique qui permettra de voir un petit peu et d'améliorer au fur et à mesure de l'aventure les différentes thématiques que l'on a pu voir auparavant. On a aussi des jeux de cartes. Alors, on peut faire plein de choses avec les jeux de cartes, c'est quand même très intéressant. Là, par exemple, vous en avez deux qui vont plutôt permettre de travailler les soft skills. Il y en a beaucoup d'autres, bien évidemment. Ça peut être travailler alors sur les situations. La plupart des jeux qu'on utilise sont soit extensions, soit peuvent être faites sur mesure, bien évidemment. C'est-à-dire qu'on peut les adapter à notre clientèle pour faire quelque chose qui est réellement sur mesure. Là, donc, le premier permet en effet de travailler plus les soft skills, c'est-à-dire plus de travailler sur le relationnel. Comment va-t-on gérer une équipe projet un petit peu compliquée? Comment va-t-on travailler au sein d'une équipe quand les choses sont parfois un peu compliquées? On peut travailler sur les risques psychosociaux. Celui d'en dessous, ça va être un jeu où on va plus travailler sur les processus, c'est-à-dire, OK, très bien, j'ai un client, donc là, c'était appel client, j'ai un client qui m'appelle, quelles vont être les différentes étapes que je vais devoir suivre sans me tromper pour répondre aux besoins de mon client. Et donc, on peut décliner des processus métiers, mais aussi avec des parties informatiques dans ce genre de jeu. On en a d'autres, par exemple, nous en avons un qui est sur les personnalités. Vous savez, vous travaillez par exemple sur les personnalités difficiles. Dans une formation traditionnelle, je vais vous exposer les caractéristiques de ces personnalités difficiles. Par contre, dans un jeu, on vous apprendra à les reconnaître en fonction d'un discours. Donc, on partira réellement dans le pratique. Alors, on a encore quelques autres jeux. Par exemple, alors ça, c'est pas vraiment des jeux, c'est-à-dire qu'on va faire plutôt des funny items, je vais les appeler comme ça. Ça peut être le planning poker ou poker planning. Alors, c'est pas nous qui avons inventé le poker planning. Ça vient d'une méthodologie de projet qui s'appelle les méthodes agiles, notamment le Scrum, mais qu'on a appris à utiliser pour générer de la discussion, ces fameuses interactions qui sont chères à Edgar Dale. On va utiliser des espèces de grandes bâches qu'on va soit projeter, soit mettre sur les murs pour faire des interactions par post-it, par exemple. Donc, toute une série de petits outils qui vont favoriser les interactions entre les différents participants et qui permettent très rapidement de fluidifier les échanges, même entre gens qui ne se connaissent pas forcément. Et puis, je vais finir par ces derniers dispositifs qui sont des jeux digitaux. Donc, ce sont soit vraiment des jeux digitaux qui sont mis à disposition des différents apprenants. Alors, ça peut être, on parlait de e-learning bien évidemment, ça peut être de la VR, puisqu'on a une capacité de VR. Ça peut être des salles en fait de formation complètement virtuelles, mais dans lesquelles un certain nombre de jeux sont dématérialisés. Qui fonctionne comme de vraies salles, c'est-à-dire qu'on peut, on a la main complète sur le skin, on a la main complète sur les jeux qui vont être mis dedans, ça peut projeter, on peut faire du management par post-it, on peut même démultiplier les différentes salles. Et donc, ce sont avec tous ces dispositifs que petit à petit, on va pouvoir faire d'une formation traditionnelle quelque chose qui sera beaucoup plus interactif. Donc, maintenant qu'on a vu un petit peu les différents dispositifs, la vraie question, c'est de se dire comment va-t-on intégrer ça dans une formation? Voilà. Alors, je vais vous donner un exemple. Je vous parlais de gestion des conflits. Je ne l'ai pas fait tout à fait par hasard. Voilà, par exemple, la gestion des conflits. Ce que vous voyez, on a divisé l'écran en deux. Ce que vous voyez au-dessus, c'est de la formation traditionnelle, en fait. C'est-à-dire qu'on va avoir un certain nombre d'ateliers. Donc, la gestion des conflits, c'est 5 ateliers. On va avoir un certain nombre d'ateliers qui vont présenter des savoirs tout à fait, comme dans une formation classique, comme dans une formation traditionnelle, et qu'on va dérouler au fur et à mesure de la journée, ou en tout cas du tempo de la formation. Vous pourriez très bien, ça vous arrive rarement, mais après tout ça peut arriver, très bien nous demander de faire une formation purement traditionnelle, comme n'importe quel autre formateur, et puis on vous déroulera la partie haute. Ce qui est intéressant, là où il y a l'innovation, c'est plutôt la partie basse. C'est là où on va pouvoir inscrire
nos principes pédagogiques, nos principes ludiques et de pouvoir commencer à réellement pratiquer les choses. Donc, si je prends par exemple le cas de la gestion des conflits, on va commencer par une animation en bâche. Pourquoi? Parce que ça peut être parfois un peu stressant. C'est-à-dire que quand vous avez un manager ou quand vous avez un collaborateur qui est lui-même face au conflit, rentrer directement sur la partie théorique d'une manière un petit peu froide, un petit peu désincarnée, ça peut même être un petit peu dangereux pour le formateur parce qu'on peut louper des choses qui peuvent être importantes et notamment louper des gens qui sont un petit peu en souffrance. Donc, on va commencer par une animation sur bâche qui va nous permettre de réfléchir et puis de permettre aux gens de s'exprimer un petit peu sur la problématique. Puis, on va voir deux premières compétences qui sont essayer de comprendre d'où viennent les conflits. On va se pencher également sur la communication, mais une fois qu'on en est là, il va falloir quand même qu'on se penche un petit peu comment va-t-on communiquer correctement. Donc, il va falloir mettre les différents participants face à toute une situation de conflictuelle qui nécessite de la communication. Et donc, pour ça, on va utiliser un jeu de cartes. L'un de ceux que je vous ai montré, par exemple, fonctionnera très bien là-dessus. Un certain nombre de cartes qu'on va sélectionner pour essayer de travailler cette partie-là. Une fois qu'on aura fait le jeu, on sera en plus capable, on aura recueilli de l'information. Alors, les jeux en question, en plus, sont très participatifs, très collaboratifs, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'apprenants auront proposé des solutions qui auront été enrichies par les autres participants. Donc, on a vraiment quelque chose qui est très personnalisé en fonction de ce que l'on est et de ce que l'on aime. On va repartir sur un deuxième savoir théorique, un troisième même, puisqu'on est à la troisième partie, qui est le rôle du leader. Très bien, on fait un petit peu de théorie. Puis, on revient au premier jeu de cartes. Alors, si ce n'est qu'on ne va pas reprendre exactement les mêmes cartes, soit on prend un deuxième paquet, puisque ce sera une deuxième extension, soit on mélange les deux paquets pour revenir et mixer un petit peu les différents principes que l'on a vus auparavant. Puis on va continuer petit à petit, et dans la gestion des conflits, même si elle est très expérimentale, il y a quand même quelques principes qu'il est bon de connaître. Et donc, on va faire une partie de jeu de plateau pour voir si, certes, la pratique est bien ancrée, puisqu'on l'a expérimenté, mais si on a quand même un minimum de théorie qui peut être intéressante pour prendre du recul. Voilà, par exemple, un exemple sur la gestion des conflits. On peut faire exactement la même chose sur la conduite du changement, si ce n'est que si vous voyez un petit peu en bas, sur la conduite du changement tel qu'on le mène, on va réutiliser le jeu de cartes, puisqu'on a des extensions, bien évidemment. La bâche sera un petit peu différente, puisqu'on va faire les choses d'une manière là aussi un peu différente. Par contre, on va faire un jeu de rôle. C'est-à-dire qu'on va amener les participants à rentrer dans un univers, en tout cas dans cette partie-là, on va les faire rentrer dans un univers qui est un petit peu décalé, ou dans une entreprise un peu originale, dans un monde un peu original. Et ils vont devoir trouver de vraies solutions face à des personnalités un peu compliquées et un peu particulières. Mais là, je ne veux pas spoiler, parce que sinon, je vais divulguer un petit peu tous les secrets de ce scénario. Enfin, en tout cas, ça remue pas mal, et pour le déployer relativement souvent, ça amuse beaucoup, et pour le coup, en termes de conduite du changement, ça a un véritable impact. Voilà à peu près comment on va intégrer les principes pédagogiques dans les différentes formations. Bien, je vais rendre la parole à Brice. Alors, bien concrètement, pour avancer sur ces différents points, notamment pour adapter une formation en jeu ou tout simplement nous consulter pour voir quels sont les jeux à disposition pour vous proposer dès à présent, il suffit de me contacter. Donc, pour être en relation avec moi ou même pour des points techniques, contactez David, je mettrai la relation en place. Donc, l'étape est très simple, hein. Nous nous rencontrons pour étudier et bien sûr comprendre le projet et donc les attentes à cette formation ou adaptation. Nous analysons le besoin donc pour construire avec vous le projet de formation idéal qui répondra aux problématiques de vos collaborateurs et surtout qui puisse les motiver à participer et s'inscrire aux formations. Nous cadrons bien sûr le projet avec un chiffrage et nous affinons au fur et à mesure ces éléments afin de vous présenter l'offre la plus adéquate à vos besoins. Et après, il n'y a plus qu'à jouer et donc de lancer ces formations-là chez vous, chez nous, ou en tout cas dès que c'est possible. Nous avons été un peu rapides sur notre présentation. Donc, pour ce faire, nous avons un petit sondage, comme vous l'avez présenté, Camille.
et par la suite des questions-réponses. Donc, pour commencer, je vais laisser la main à Camille pour le partie sondage et donc vous laisser répondre au fur et à mesure à nos questions. Oui, tout à fait. Alors, si vous allez effectivement, si vous cliquez sur le petit bouton sondage, voilà, vous avez déjà effectivement normalement un premier sondage qui a dû apparaître. Jouons. Quel est le taux de rétention d'un apprenant après une formation gamifiée? Allez-y, à vos réponses. Vous avez le droit de vous concentrer. On laisse quelques secondes. Ça vote. Il y a des bonnes réponses. Il y a des bonnes réponses, a priori. Hein. Pour l'instant, on est pas mal. Vous avez été écoutés, messieurs. Bon, je vous propose qu'on passe à la deuxième question, qui est celle-ci, beaucoup plus dure, je pense. Comment se prénomme le frère de Mario? Alors, est-ce que c'est Brice? Est-ce que c'est Bros? Est-ce que c'est David? Est-ce que c'est Luigi? Ou est-ce que c'est Toad? Toad. Je pensais qu'il y aurait eu des erreurs sur celle-ci. Alors là, non, c'est tout le monde est d'accord. Tout le monde est fan de jeu. Et puis, on vous propose un dernier petit sondage, alors qui là n'est pas forcément un jeu, mais qui est plutôt de voir un petit peu pardon, excuse-moi, j'ai fait une petite bêtise, pardon. Quel est le taux de... non, c'est pas celui-là. Oh, bah décidément, pardon. Quel est le format de formation gamifiée que vous souhaiteriez proposer à vos collaborateurs? Voilà, c'est plus pour faire un petit sondage sur voir ce qui, pour vous, à première vue comme ça, semblerait le plus impactant. Les jeux de plateau, les jeux de cartes, les jeux de rôle, les jeux digitaux ou les jeux vidéo. C'est assez partagé et assez. Il n'y a pas de grosse. Il n'y a pas un type de jeu qui se distingue, je dirais. Hein. C'est assez partagé. Voilà. Donc, je ne sais pas, mais est-ce que David ou Brice, vous avez un petit commentaire sur ça? A priori, alors si on reste sur cette dernière question, puisque effectivement, alors la bonne réponse peut-être à la première, le taux de rétention des apprenants après une formation gamifiée, on était à... David? Alors, je ne vois pas les résultats. Alors, 90, 60, 15%, 50%, 15% ou 0? Alors, ça ne sera pas 0. On a en effet alors tout dépend des conditions évidemment dans lesquelles se sont déroulées la solution gamifiée, mais on est généralement entre 60 et 90%. Voilà, c'est à peu près vers ça qu'on se dirige. Donc, il y avait un petit piège, il y avait deux possibilités, mais l'idéal est dans les 90%, les 60% étant le minimum. Merci pour donc 14 bonnes réponses. Pour éclairer un petit peu mon propos, en fait, l'un des avantages du jeu, c'est que on peut le laisser après la formation. Et donc, s'il est utilisé assez régulièrement, on approche très rapidement des 90% d'une manière tout à fait logique. Il n'y a rien de magique derrière, c'est d'une façon tout à fait logique. S'il n'est pas du tout utilisé ou si on ne laisse pas de jeu, on tendra effectivement on sera plus proche des 60%, ce qui est déjà plutôt pas mal. C'est sûr. Donc, alors, aucun mystère sur le frère de Mario. Oui. Voilà. C'est bien connu. Et alors après, sur les attentes, on va dire à aujourd'hui, c'est principalement les jeux de rôle et les jeux digitaux. Ensuite, on trouve les jeux de plateau, les jeux vidéo et enfin les jeux de cartes. Alors, est-ce que c'est quelque chose... pardon, du coup, je m'engouffre et je pose une question moi-même.
Est-ce que c'est quelque chose de courant, c'est-à-dire est-ce que c'est souvent les jeux de rôle ou les jeux digitaux les plus demandés, ou c'est un panel du coup un petit peu différent de ce qu'on peut rencontrer chez nous habituellement? Alors, en fait, c'est variable en fonction des sujets. Le gros avantage des jeux de rôle, il y a quand même une certaine cohérence là-dessus. L'un des gros avantages du jeu de rôle, c'est qu'on peut encapsuler d'autres principes dedans. Voilà. Donc le jeu de rôle de ce point de vue-là marche très très bien. Et puis on est en effet dans une période où, enfin, qui n'aime pas les jeux vidéo? Il y en a quelques-uns. Aussi, j'aime bien les jeux vidéo, mais je m'en laisse moi un petit peu vite. Mais les jeux vidéo sont quand même largement plébiscités, donc il est logique que l'on ait en tête de sondage également les jeux vidéo. Donc jeux de rôle, jeux vidéo, ça n'est absolument pas choquant. Pour les autres, en fait, ça dépend vraiment les situations pédagogiques que l'on va rencontrer. C'est-à-dire qu'il y a des situations pédagogiques où moi, personnellement, j'aurais dit attention sur un jeu vidéo, faut peut-être pas laisser l'apprenant seul face au jeu. Ça peut être intéressant de jouer aussi en collaboratif. Et là, les jeux de plateau et les jeux de cartes sont beaucoup plus intéressants en termes de collaboration également. D'accord, ben merci. On a une première question dans notre petit onglet questions. Nasser qui demande vos jeux sont déjà fabriqués et adaptables aux besoins spécifiques de secteurs d'activité, voire adaptables à un besoin de formation spécifique, par exemple formation outils ou métier. Alors, je vois que Richard a déjà répondu, mais je vais quand même le faire par oral. Voilà. Et oui, totalement. Si tu peux compléter. La réponse est oui, totalement. Nous avons bien évidemment. Alors, il y a trois grandes catégories de jeux. Il y a en effet les jeux sur étagère, c'est cela. L'avantage, c'est qu'on ne retravaille pas le jeu. C'est celui-là, il vous convient, très bien. Par exemple, on prend un jeu de rôle. Je parlais tout à l'heure de celui qui se passe dans le Nautilus. L'aventure vous va telle qu'elle. Voilà, c'est sur étagère, il n'y a pas de souci. Il y a évidemment des jeux sur mesure. C'est-à-dire qu'on part de zéro pour répondre à un besoin spécifique. Donc derrière, en effet, on va construire les visions, l'histoire, les visuels, les principes ludiques, puisqu'on a une assez grosse bibliothèque de ce point de vue-là de principes ludiques, donc on va pouvoir les intégrer dans le jeu. Et là, on va tout construire sur mesure en fonction de besoins extrêmement précis. Donc c'est bien, parce que alors là, on répond à 100%. Bien évidemment, il y a une partie conception et un minimum de délai, parce qu'il faut aussi tester ces jeux-là, un minimum de délai avant de les mettre en place. Puis il y a la troisième catégorie qui est en fait un mix entre les deux, c'est-à-dire qu'on a en effet un jeu qui existe déjà, mais pour lequel on peut construire un certain nombre d'extensions. Beaucoup de nos jeux sont d'ailleurs conçus comme ça. Et donc on va partir de quelque chose qui existe et puis simplement on va l'adapter pour répondre à un besoin particulier. Mais là, ça sera vraiment en fonction de ce dont a besoin l'entreprise avec laquelle on échange pour construire la solution la plus adaptée. Merci à toi, David, et merci à Richard qui a répondu aussi par écrit. Pour l'instant, pas d'autres questions. N'hésitez pas, surtout, si vous en avez. Vous avez l'onglet questions et l'onglet chat. On est encore là. On peut aller un petit peu. On peut prendre encore, du temps pour répondre à vos éventuelles questions. Et puis sinon, David, Brice, est-ce que vous avez des peut-être, je pensais par rapport à la question de Nasser, est-ce qu'on a un petit processus qui permet d'expliquer rapidement ou pas, d'ailleurs, comment ça fonctionne pour adapter justement un jeu qui existerait, parce que si on le conçoit complètement, j'imagine que c'est propre à chaque besoin. Oui. Oui. En fait, sur le processus d'adaptation sur un jeu déjà, alors après je répondrai à la deuxième question de Nasser que je viens de voir apparaître. Sur le processus, en fait, si on est sur une adaptation, c'est une adaptation qui est souvent relativement facile, sauf si on est vraiment sur des besoins extrêmement spécifiques, puisque là, il y a un échange pour bien comprendre, alors c'est un processus classique, pour bien comprendre ce dont on parle, c'est-à-dire quelle est la problématique spécifique qui nécessite quelque chose de spécifique. On retravaille l'ensemble des éléments. Alors le mieux, c'est de travailler avec les experts, c'est-à-dire soit c'est sur des expertises métiers qu'on possède, là on est capable de le faire en totale autonomie, soit c'est sur des problématiques qui sont quand même très particulières avec l'entreprise, donc on identifie les 1, 2, 3 personnes avec qui travailler. Souvent, c'est pas très long. Évidemment, ça dépend des sujets, mais souvent, c'est pas très long. Et puis derrière, nous, on va retravailler les éléments du jeu qui doivent être modifiés. Par exemple, si on est sur un jeu situationnel, je vais repartir de l'exemple de la gestion des conflits.
il y a des situations de conflit que l'on connaît tous qui sont génériques, mais peut-être que dans votre entreprise, vous avez des situations conflictuelles qui sont un peu particulières. Et puis, à ce moment-là, on va discuter avec les RH, par exemple, pour bien cerner les différentes situations que l'on va modéliser. Et puis, on va retravailler des cartes pour s'assurer que ces éléments particuliers soient bien intégrés dans le jeu. L'estimation de charge pour une production d'un jeu sur mesure, alors c'est plus compliqué de répondre directement à cette question-là. Il peut y avoir des jeux extrêmement simples. Donc, sur un jeu extrêmement simple, je vais me concentrer pour le moment sur juste la conception des principes ludiques. Sur un jeu extrêmement simple, on pourrait très bien dire que on peut le faire en 3-4 jours. Par contre, derrière, tout dépend quel est le détail que vous souhaitez obtenir en termes de design. C'est-à-dire que si vous voulez avoir des cartes génériques avec une boîte générique, okay, c'est pas très très long à faire. S'il faut, c'est un jeu de 60 cartes et pour chaque carte, on va avoir des illustrations différentes, ça peut déjà être un peu différent. Et puis, vous avez des jeux qui vont être très compliqués à mettre en place. Je pense par exemple à un escape game. Un escape game, c'est vraiment compliqué parce que tout d'abord, tout dépend où vous souhaitez le faire. Est-ce que tout le monde doit rester dans la même salle? C'est-à-dire que là, en termes de de conception de contenu, on va avoir énormément de matériel. Si on est dans toute l'entreprise, il faut que nous, on puisse connaître l'entreprise. Il faut voir aussi un petit peu comment on va, à travers cet escape game, ce que vous souhaitez transmettre aux différents apprenants. Et puis après, il faut le tester. C'est-à-dire que quand on met en place un jeu, il est toujours parfait dans la tête du concepteur. Et puis quand on l'utilise, tiens, j'avais pas prévu ça de la part de tel ou tel joueur. Parce qu'évidemment, un concepteur, quel que soit son talent, ne sera jamais aussi intelligent que 10 participants qui seront en face de lui, bien évidemment. Donc, on ne peut pas tout prévoir. Donc, il y a quand même un minimum de tests à faire. Et si on est sur un escape game, qui sont pour moi les plus compliqués à mettre en place, on en a fait, mais sont les plus compliqués à mettre en place, là, les tests, il en faut quand même beaucoup. Donc, l'estimation de charge, tout dépend si vous voulez un jeu de cartes, un jeu de plateau avec figurines, ou un escape game, ou un jeu vidéo, parce que là, je parle de jeu physique, mais jeu vidéo, il y a aussi une conception. Ça dépend vraiment de votre souhait. Voilà. Alors, j'ai bien conscience que ma réponse n'est pas très précise, mais là, si vous avez, Nasser, une idée en tête, le mieux, c'est sans doute qu'on en discute ensemble. Et puis là, on pourra quand même vous donner un chiffrage assez précis. D'accord. Merci, David, pour cette réponse. C'était une moyenne réponse. J'en ai compris. N'hésitez pas à nous contacter afin qu'on fasse un point si vous avez déjà une idée de production de jeux ou en tout cas quelques idées sur lesquelles vous souhaiteriez avoir des retours de notre part. N'hésitez pas à nous contacter. On fera un point. Ça n'engage à rien, mais au moins vous aurez déjà un peu plus de précision sur votre recherche. Alors, Nasser demande une dernière question. Est-ce qu'on a des exemples de jeux vidéo ? Alors oui, bien sûr, oui, on en a. Donc là-dessus, on peut montrer un certain nombre de choses, bien sûr. On pourra. Ce que je propose, effectivement, Nasser, on reprendra contact avec vous et puis on vous enverra quelques. Je pense qu'on doit pouvoir partager un lien avec quelques exemples de jeux qu'on a pu déjà mettre en place et notamment sur cette partie du coup jeux vidéo. Voilà. Merci pour cette de rien, Nasser. Nous espérons en tout cas que ça vous a plu à tous, que vous avez appris des choses et que vous allez en retenir. Et pour l'instant, plus de questions, ni dans le chat, ni dans la partie questions. Non. Donc, je propose, si plus personne n'a rien à ajouter, que l'on clôture cette session. Eh bien, merci d'avoir été présent pour notre webinaire, en espérant avoir des retours de votre part, même quelles que soient les questions, la recherche que vous avez, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et un grand merci pour votre participation. Alors, il y a Maï qui est également intéressée, et puis le replay sera disponible. Je pense que oui, Camille. Il me semble qu'il sera disponible. Oui, tout à fait. Vous n'allez pas le recevoir là directement après
la clôture, pardon, excusez-moi, j'avais perdu le mot, de la session, mais vous allez le recevoir effectivement dans quelques jours. On va vous envoyer un mail avec le lien vous permettant d'avoir accès au replay. Voilà. Et donc effectivement, Émilie Maille, oui, qui sera intéressée pour connaître les jeux vidéo. Donc c'est noté dans la partie questions. Donc on l'a noté de notre côté et Brice se fera un plaisir de revenir vers vous avec ces exemples-là. Et puis si besoin, effectivement, David rentrera bien évidemment dans la boucle pour vous accompagner dans l'éventuelle mise en place d'un jeu vidéo. Et donc, nous contacterons aussi Maria. Et Maria également, effectivement. Il n'y a pas de souci. Ben, écoutez, messieurs, je vous remercie en tout cas pour votre présentation, pour ce temps que vous avez partagé avec nous. Et je vais souhaiter une bonne journée à tout le monde. Et merci à tous d'avoir participé. Et puis, on se retrouve prochainement sur d'autres sujets. Sur d'autres sujets. Avec plaisir. Nous vous attendons nombreux pour le prochain webinaire. Cette fois-ci, soyez présents. Merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt. Au revoir.